la rencontre des bibliothécaires. C'est vraiment le moment un peu fort dans l'année, organisé par la bibliothèque départementale pour tous les bibliothécaires du réseau. Donc cette année, c'est Claire Delfos, qui est professeure d'université en géographie, qui nous a fait l'honneur de venir et d'intervenir le matin. Elle est spécialiste du sujet. Et elle a abordé les questions de précarité, de pauvreté, d'exclusion, et notamment en insistant sur les problématiques propres au monde rural, donc qui sont des problématiques de mobilité et d'accès aux services. Je vais essayer de vous présenter un petit peu frein levier d'accès à la culture et dans un premier temps peut-être revenir avec vous sur ce que l'on entend par ruralité ou espace rural, avec un petit point sur pauvreté, précarité en milieu rural, et vous allez voir, ça va résonner avec l'introduction. Ensuite, je regarderai des freins à l'accès à la culture très rapidement, en particulier en lien avec les enjeux de mobilité et des spécificités rurales ou ce qu'on considère souvent comme des handicaps en milieu rural ont permis de développer des formes qui aujourd'hui sont considérées plutôt comme des innovations. Donc répondre à des handicaps à un moment qui était considéré un petit peu peut-être comme négatifs sont aujourd'hui considérés comme des éléments positifs. Donc, quelques éléments de définition et d'enjeux dans les espaces ruraux. Le département des Hautes-Alpes, je pense que c'est un département qui illustre parfaitement, ou vous connaissez parfaitement ce qu'est la ruralité. Donc, je peux passer très vite. Donc, des faibles densités relatives, et ici, on est même dans des territoires de très faible densité. Hein. Mais quand on parle d'espace rural, on intègre aussi des bourgs et des petites villes. Donc on n'est pas, c'est pas seulement des communes rurales au titre de l'INSEE. Le territoire rural a des contours qui ont beaucoup évolué en matière de gouvernance, notamment avec la loi NOTRe. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre département, mais nous, en Aura, on a des départements où on a des intercommunalités qu'on appelle XXL, à 114 communes, 74 communes, qui posent parfois question sur justement la mise en œuvre d'une politique culturelle intercommunale. Et puis, juste pour vous dire, les ruralités sont très différentes d'un territoire de montagne, de territoire j'ai longtemps enseigné à Lille, où on a du rural, mais du rural de forte densité, où on n'est jamais loin de la ville, d'une ville, mais avec aussi en termes de pauvreté, précarité, des phénomènes bien précis, du rural industriel. Voilà. Donc, prendre en compte ces éléments, c'est important. Et un autre élément qu'on oublie, et je pense que c'est important de revenir aujourd'hui, c'est presque de la... comment on pourrait dire, de la géographie classique qu'on avait oublié d'enseigner, c'est-à-dire qu'en milieu rural, on a des formes d'habitat différentes entre l'habitat groupé et l'habitat dispersé, et qu'avoir accès à des services ou à la culture, si on est dans de l'habitat dispersé ou de l'habitat groupé, eh bien, les résultats sont différents, notamment si la bibliothèque est au centre-bourg et qu'on a beaucoup d'habitats dispersés, s'y rendre n'est pas si facile. Voilà. Je vous ai mis un paysage pour dire quand même que si je ne suis pas venue à Gap, je suis venue un petit peu dans les Hautes-Alpes, donc où on voit bien ces espaces avec des plaies. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 2 ans, nous avons une nouvelle définition en France de l'espace rural, qui est une définition qui est beaucoup plus satisfaisante du point de vue de l'aménagement, du développement et de la prise en compte des espaces ruraux. Cette définition, elle est liée à un système de carroyage qui se définit en fonction de la densité et non plus, comme auparavant, du nombre d'habitants, et dans un zonage qu'on appelait le zonage en aire urbaine, qui finalement gommait complètement la ruralité.
Par exemple, autour de Gap, je pense que vous aviez une zone périurbaine importante et une zone considérée comme urbaine très large autour de Gap, puisque on définissait en fonction des mouvements pendulaires domicile-travail. Voilà. Avec ce carroyage, on a une vision différente, vous le voyez. La France n'est pas seulement un État urbain, mais on voit que le rural, c'est le peu dense et le très peu dense, que finalement, en termes d'espace et d'utilisation de l'espace, c'est important. Mais du coup, on se rend compte aussi que 30% de la population française vit dans ce type d'espace. Et que de ce fait, quand on pense aménagement, politique publique, eh bien 30%, à peu près un tiers de la population française, c'est pas négligeable. Voilà. C'était une revendication qu'on avait les ruralistes depuis des années et des années. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui à voir, c'est que la ruralité, elle est attractive, pas seulement depuis le Covid, d'accord. On a des espaces ruraux qui regagnent des habitants, alors peut-être pas tous, d'accord, mais un grand nombre aujourd'hui, et que un discours un peu sur la désertification, etc., n'a pas forcément lieu d'être en termes démographiques, d'accord, et que parler de densité, de faible densité, très faible densité, me paraît peut-être plus adapté que cette idée de désertification ou autre, parce que qui dit désert dit personne. Or, si on dit faible densité, on voit bien qu'il y a des habitants. Voilà. Donc, une attractivité, des espaces ruraux qui changent d'image. Moi, je le vois en tant qu'enseignante, hein, et puis vous voyez bien que je suis enseignante senior, donc ça fait un paquet de temps que j'enseigne. La géographie rurale, ça n'intéressait pas grand monde. D'ailleurs, nous, les géographes ruralistes, on était peu envisagés par rapport aux spécialistes des métropoles, etc. Et aujourd'hui, le regard change complètement. On a des étudiants qui sont attirés par le rural et, vous le savez aussi, des jeunes qui s'installent aujourd'hui ou qui retournent. Alors, je ne vais pas avoir un discours seulement positif, hein, mais malgré tout, c'est un changement. C'est des campagnes qui sont attractives parce que on peut y proposer des innovations, des alternatives. Pendant longtemps, on a gommé tout ce qui était innovation et alternative dans les territoires ruraux. L'innovation, c'était dans les métropoles, dans les discours. Hein. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà, face aux transitions sociales, transitions écologiques. Toutefois, ça ne veut pas dire que tout est beau, hein, dans le meilleur des mondes. Il y a des enjeux importants, des enjeux de mobilité, des enjeux d'accès aux services qui finalement se retrouvent aussi dans des situations politiques, par exemple. Donc, des enjeux de pauvreté, précarité, qui est présente dans les territoires ruraux, mais qui est souvent gommée. Alors, la mobilité. Alors, je vous ai mis, vous allez vite vous retrouver votre département, et vous allez voir que votre département est dans le plus rouge, c'est-à-dire le temps d'accès médian routier en minutes, le plus important pour avoir accès aux services de la vie courante. D'accord ? Donc, la mobilité, c'est bien une question vive en milieu rural, et elle est d'autant plus vive que depuis des décennies, on a un recul des services de proximité dans les territoires ruraux. Voilà, donc je ne vous apprends rien. Et du coup, ce système de mobilité, on a eu pendant longtemps un discours disant que les ruraux étaient mobiles et que... c'est vrai, hein, les ménages ruraux sont ceux qui possèdent le plus de voitures en pourcentage par rapport aux ménages urbains, et que, en fait, pour améliorer l'accès aux services, il valait mieux concentrer des services de qualité et avoir des services de qualité et faire bouger
les habitants pour avoir accès à ces services de meilleure qualité. En fait, on se rend compte que ça pose question, et ça pose question parce que la mobilité, elle est aussi excluante pour les personnes, donc en fonction de l'âge, les vieux, les jeunes, d'accord. Il y a pas mal d'études sur les jeunes ruraux. Ils vous expliquent des témoignages qui passent leur temps en voiture, que leur mère est un vrai taxi, etc. etc. Je pense que pour avoir accès à la bibliothèque et aux pratiques de loisirs, c'est évidemment une question importante, mais aussi en fonction du coût d'accès au permis, à l'achat de la voiture, à l'entretien de la voiture et l'essence qu'on va mettre pour faire fonctionner la voiture. Donc c'est des éléments qui me paraissent importants. Voilà, donc plateau du Vercors, je crois que c'est 2 habitants au kilomètre carré. Donc, des Français pas tous égaux en matière de mobilité. Je vous mets quelques chiffres qui datent 2020. Des Français qui expliquent que le coût du déplacement, le premier obstacle à la mobilité, et pourquoi j'ai insisté sur la voiture, c'est que c'est peu compensé par des transports publics, même si les conseils départementaux essaient de mettre en œuvre des transports publics, il reste que ces transports publics, ils sont quand même peu développés par rapport entre urbain et rural. 55% des Français estiment ne pas avoir le choix de leurs moyens de déplacement et 80% des communes dites isolées, c'est-à-dire communes rurales, déclarent ne pas avoir le choix de leur mode de transport. Plus la difficulté d'avoir accès au transport collectif à pied, c'est-à-dire que parfois, le transport collectif, il arrive, comme je vous disais tout à l'heure, regarder la trame du bâti est importante, c'est-à-dire au centre-bourg et avec des... Alors voilà, je vous ai mis... dimanche, j'ai fait des films en Savoie. Voilà, l'arrêt de bus en milieu d'une campagne. Pourtant, on n'est pas loin, c'est à Ugine, on est dans les Savoies, voilà. Mais ça fait écho à tous les discours des jeunes face à l'attente aussi. Et là, on a des maisons qui sont relativement aussi éloignées. Donc, dans ces territoires, pauvreté et précarité, elles sont présentes. Mais peu visible dans les statistiques publiques parce que les statistiques publiques portent sur le revenu. Donc, c'est un calcul INSEE à partir de revenus moyens, etc., etc. Et en fait, on a peu d'indicateurs à l'échelle communale. On a des données plutôt à l'échelle cantonale, rarement des données à l'échelle communale, secret statistique. Les statistiques sont fondées sur la pauvreté monétaire, donc le revenu, alors que quand on veut parler de pauvreté en milieu rural, il vaut mieux parler de pauvreté en conditions de vie, c'est-à-dire en prenant en compte le coût des déplacements, le coût du chauffage. On sait que les maisons sont plus grande, le logement est surtout un logement individuel avec des maisons plus grandes et souvent des passoires thermiques en milieu rural, donc ça représente des coûts supplémentaires. Donc, ce qui est important, c'est de faire des enquêtes qualitatives pour essayer de voir quelles sont ces problématiques. La pauvreté, la précarité, c'est une réalité qui est globale et qui est souvent appréhendée de façon sectorielle. On va avoir des actions en direction de la précarité alimentaire, de l'aide à l'acquisition, enfin à l'obtention du permis, etc. Et rarement, en fait, c'est global. Et dans la globalité, il y a l'accès aux loisirs,
qui est quelque chose de fondamental, et à la culture. Et vous avez dit tout à l'heure des points d'urgence, on parle de soins, on parle d'alimentation, mais l'accès à la culture, au loisir, c'est aussi quelque chose qui est très important, parce que c'est important dans la lutte contre l'isolement, et la lutte, l'isolement social, et la lutte aussi sur la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre. Alors, ce que je voulais quand même, je voudrais insister quand même sur un point. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait une enquête sur bibliothèques et actions en direction des publics en situation de pauvreté et précarité. En fait, quand on interroge, nous, quand on a fait le travail aussi doctorante sur l'alimentation, souvent la réponse c'est sur notre territoire, il n'y a pas de problème de pauvreté et précarité. Et puis après, si on creuse un peu, on voit qu'il y a des actions en direction de l'alimentation, mais qui sont un peu au coup par coup, autour de l'action sociale, mais c'est rarement mis en avant. Et c'est rarement mis en avant parce que c'est difficile aussi de reconnaître qu'il y a des situations de pauvreté et précarité. Peu d'intercommunalités prennent ça à bras-le-corps dans leur schéma social, d'action sociale. C'est plutôt en direction des personnes âgées, des enfances, et peu le mettent en avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fait rien, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté. Même dans les territoires les plus riches, par exemple dans les Savoie et Haute-Savoie frontalières, où moi j'habite le département de l'Ain, dans le pays de Gex, il y a aussi de la pauvreté et précarité, puisqu'on a des loyers très très hauts, et donc des difficultés d'accès au logement. Donc cette pauvreté et précarité, elle est là. Elle est moins visible, et elle est surtout aussi moins visible, et il y a moins d'actions peut-être, parce que dans la politique de la ville, il y a la politique des QPV, et on a là une politique qui prend à bras-le-corps en associant tous les acteurs, toutes les politiques, et c'est ce qu'on n'a pas forcément en milieu rural, beaucoup moins. Voilà. Et puis, autre phénomène, les personnes en situation de pauvreté et précarité en milieu rural ne se sentent pas forcément toujours en situation de pauvreté et précarité, et surtout ne le disent pas, souvent pour des questions d'interconnaissance. C'est-à-dire aller demander une aide au service d'action sociale de la mairie, c'est rencontrer son voisin éventuellement. Donc cela limite aussi l'accès aux droits en milieu rural. Voilà. J'étais un petit peu longue, mais comme c'était, vous vouliez un petit peu d'éléments sur ce point, ça me paraissait important. Alors, la pauvreté, elle a de multiples visages en milieu rural. Elle affecte toutes les catégories d'âge. Elle concerne tous les types de ménages, et plutôt les jeunes et les personnes âgées. Elle concerne les agriculteurs, mais pas seulement, et les agriculteurs avec différentes catégories. Les retraités, les agriculteurs endettés, je pense qu'il y a beaucoup d'élevage aussi dans votre région, donc on sait aujourd'hui les difficultés de l'élevage, des ouvriers agricoles, mais aussi les nouveaux installés. Je vous ai dit tout à l'heure, le rural est attractif. Il est attractif aussi pour des populations qui vont venir et avoir des situations de précarité importantes. Les nouveaux installés en agriculture, une bonne partie d'entre eux sont en RSA. On a aussi donc des familles qui s'installent en milieu rural, qui sont souvent attirées par un coût du logement moindre. Alors peut-être pas dans tous vos territoires des Hautes-Alpes, mais dans certains, on l'a vu nous dans le Cantal ou dans certains secteurs de l'Ain, ou dans le nord de l'Ardèche, on parle de nouveaux habitants, Le Bon Coin, voilà. Et donc un coût du logement moindre, mais des logements souvent en précarité énergétique, passoires énergétiques, et donc, ou à rénover. Et on a aussi beaucoup d'actions sur... il y a des associations qui agissent pour aider à la rénovation aussi des logements.
Et puis, parfois, des représentations idéalisées du rural, où il y a plus d'entraide, où c'est plus facile, où on va faire son jardin, on va mieux se nourrir. Et faire son jardin, ça ne s'improvise pas non plus. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit tableau. Des personnes en situation de pauvreté qui évoquent, j'ai un problème sur mon PowerPoint, excusez-moi, les difficultés de déplacement, le temps pour se déplacer. On a fait des enquêtes en Chartreuse pour aller aux services sociaux de la Chartreuse. Il faut descendre à Grenoble, il n'y a pas de service de transport, où il faut partir tôt le matin et rentrer tard le soir, donc des horaires qui ne correspondent pas. Et parfois, on a un renoncement au droit et à se déplacer. Et des personnes qui témoignent qu'elles doivent choisir entre, ça c'est les enquêtes qu'on a fait sur l'alimentation, entre mettre de l'essence, se chauffer ou se nourrir aujourd'hui en situation de crise économique. De fait, l'accès à la culture et aux loisirs, ce n'est pas une priorité. Il y a quelques années, j'ai dirigé un mémoire sur les enjeux de mobilité dans le Nord Ardèche. Et les personnes qui ont pu être enquêtées disaient bien que mener les enfants pour apprendre la musique ou autre, ça représente un coût. Et déjà, on a du mal à aller... ça coûte cher d'aller voir le médecin, par exemple, de faire des kilomètres pour se soigner. Donc, pour les loisirs, non. Voilà. Donc, c'est une question importante à prendre en compte. Pourtant, on a fait des enquêtes dans l'Allier. Il y a vraiment ce besoin de lien social, aller au cinéma, qui représente du lien. Donc, l'adresse a fait une enquête avec l'idée quand même que le sentiment de privation sur la question des loisirs est moins présent dans le quotidien des jeunes ruraux que des jeunes urbains, à nuancer aussi, alors qu'ils sont 1 sur 5 à déclarer ne pas avoir de dépenses pour leurs loisirs. Donc, dans l'accès à la culture, ou la façon de réfléchir aussi que vous pouvez avoir, c'est que c'est un besoin qui n'est pas forcément non plus formulé. La grande difficulté, mais vous le savez tous, de la culture, c'est qu'on peut faire des enquêtes sur des diagnostics sur l'existant, et c'est très difficile de faire un diagnostic sur la demande, parce que c'est pas la demande de garde d'enfants, c'est pas la demande en transport public, et donc c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de demande qu'il n'y a pas de besoin. Et une enquête qu'on a pu faire en Chartreuse, je vous ai mis un verbatim. On a le festival jeune public sur comment on va pouvoir inciter le parent à prendre un temps avec son enfant sur le partage d'émotions durant un spectacle ou une pratique artistique. On sait que nous, il y a 50% de la population qui n'a jamais vu de spectacle, et les parents nous disent qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre du temps avec leurs enfants devant un spectacle. La Chartreuse, c'est pas du tout un territoire qu'on va aujourd'hui pointer comme un territoire avec des difficultés en termes de pauvreté, précarité. On a un territoire qui est fortement attractif pour des populations de cadres, de Grenoble et d'autres grandes villes, mais on a aussi une population donc en situation de pauvreté, précarité. Alors, des freins pour l'accès à la culture. La faible densité relative fait des espaces ruraux qu'on a peu d'équipements et peu d'équipements labellisés. Donc les diagnostics qui ont été faits ou les chiffres qui sont sortis, par exemple pour le printemps de la ruralité, étaient que 16% des communes rurales ont un équipement culturel. Parmi ces équipements culturels, vous pouvez être sûr qu'il y a la bibliothèque, puisque c'est l'équipement culturel qui est le mieux distribué dans les espaces ruraux. Donc, faiblesse relative, mais on va voir qu'on peut compenser, et enjeux de mobilité et d'accessibilité. Le coût de la mobilité, c'est pour les habitants, mais c'est aussi pour les acteurs culturels. Quand on fait un programme
Nous, on a eu un contrat de recherche suivi d'action pour la DRAC Rhône-Alpes avant la fusion sur culture en milieu rural. Et on avait travaillé sur les contrats territoriaux d'éducation aux arts et à la culture qui ont été organisés par la région Rhône-Alpes puis Aura. Et on a pu aussi faire des enquêtes auprès d'acteurs culturels, que ce soit les artistes ou les bénévoles, puisque le milieu associatif en matière culturelle est très très important en milieu rural. Eh bien, quand on pense coût, il faut penser coût du déplacement et en termes de coût essence dans la voiture, mais aussi de temps passé. Pour les acteurs de temps passé sur les routes, qui n'est pas pris en compte ou rarement pris en compte dans les budgets. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous saviez, il y avait l'étape à un moment, et l'étape en milieu rural, ça posait plein de questions sur le financement du temps de déplacement des acteurs. Donc voilà un point important. Des particularités aussi autour de la temporalité en milieu rural. Un certain nombre d'actions sont réalisées l'été, souvent beaucoup en lien avec le tourisme ou l'hiver ici. Et je pense par exemple à un mémoire il y a longtemps sur les jeunes dans le Queyras qui disait des transports collectifs, on en a l'hiver pendant la période de ski, on a du cinéma, etc. Puis une fois que la saison est finie, il n'y a plus rien pour nous. Voilà. Donc cette question aussi du rapport au temps. Voilà. Donc en milieu rural, malgré tout, peu d'équipements, ça ne veut pas dire pas de dynamique culturelle, et vous le savez très bien. On a l'importance des lieux patrimoniaux, qui peuvent être aussi des lieux de diffusion, des lieux où parfois il y a de l'ingénierie. Le maillage des bibliothèques, et vous êtes au cœur de l'action culturelle en milieu rural. Des artistes qui s'installent et qui cherchent à s'impliquer. Si le rural est attractif pour... démographiquement, parmi ces personnes qui vont s'installer au milieu rural ou qui y restent, il y a aussi des artistes, il ne faut pas l'oublier. Et puis, dans les atouts aussi, l'importance des pratiques amateurs et le rôle aussi historique des associations d'éducation populaire. Des spécificités qui sont des leviers, je vais passer plus vite et puis on pourra après, je pourrai répondre à vos questions. L'itinérance qui était quand même vue comme qui est historique en milieu rural. Vous connaissez tous les bibliobus. Il y avait des artothèques aussi qui étaient portées par des associations d'éducation populaire, qui a été un peu à un moment mise en sommeil, ou en tout cas dans cette idée que je vous disais tout à l'heure qu'il valait mieux avoir des services de qualité regroupés et encourager les mobilités des usagers. On a eu la même chose en matière culturelle, et on a, alors je ne sais pas ici, mais dans certains départements, plutôt favorisé la création de médiathèques avec du personnel et bien équipé au chef-lieu d'intercom. Et dans certains départements, on a quasiment plus, ou dans certains, il n'y a plus de bibliobus, par exemple. Donc, c'était une question. Aujourd'hui, l'itinérance est à nouveau valorisée. Je pense que ça a été un des maîtres mots aussi des débats qu'il y a pu y avoir dans le cadre du printemps de ruralité. Cette itinérance, elle est portée par des initiatives privées, des librairies itinérantes, par exemple, le MUMO, qui est qui est une initiative privée, le musée mobile, des projets individuels, notamment des artistes qui font de l'itinérance, des compagnies qui ont un lieu fixe ou pas du tout de lieu fixe, et des associations aussi qui portent des festivals itinérants. Je pourrais répondre à vos questions. On a même des microfolies itinérantes
par exemple. Des festivals itinérants, je vais parler de celui-là qui s'inscrit dans un territoire. On est parti d'un festival un peu d'art de la rue, etc., et qui aujourd'hui arrive à porter un projet de territoire. Donc ce qui est important, c'est-à-dire que la culture, c'est aussi une façon d'ancrer, de créer une identité sur un territoire et donc après de porter éventuellement des projets de territoire qui ne correspondent pas toujours aux limites des intercommunalités, par exemple. L'originalité du milieu rural, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grands équipements qu'il n'y a pas de diffusion. Alors, j'ai mis des lieux insolites, des lieux originaux, chez l'habitant, dans les jardins, voilà, par exemple, dans les bars. Voilà, on a dehors des concerts sur un lac, sur une rivière en Ardèche, et ici, par exemple, une création sur un lavoir célébrant une source dans un village. Des lieux insolites, ici, eh bien, de l'art graphique dans un village, un village, on va dire, qui était une petite ville industrielle. On a dans l'Ain une vallée qu'on appelait la vallée de la mort, vallée de la mort, mort économique, mort démographique. C'était le village le plus pauvre du département de l'Ain. Et depuis le début des années 2020, il y a un festival pour peindre donc, sur les murs, le mot m'échappe, excusez-moi, de street art, pardon, typiquement urbain, a priori, et qui a complètement changé l'image du village, qui était l'idée d'une vallée noire, encaissée en plus, voilà, aujourd'hui, avec cette luminosité. Donc, lieu insolite, les murs d'un village qui aujourd'hui le rendent attractif. On a une galerie d'art et puis, d'après la presse locale et les élus, un renouveau démographique de ces communes qui finalement ne sont pas si loin que ça de Lyon. Lieu insolite, voilà, ici on est dans la forêt de Chaux, des créations artistiques. Je me dépêche. Et la multifonctionnalité des lieux, ça c'est ce que vous connaissez, bien entendu, autour des bibliothèques, par exemple, des bibliothèques multifonctionnelles, à votre droite, l'embarcadère, office de tourisme, bibliothèque, salle de spectacle, juste à côté de l'EHPAD, tout près des écoles. Ça en fait de la bibliothèque un lieu où on passe, important. Ici, je vous ai mis, on est dans le Puy-de-Dôme, un pôle communal, vous voyez, mairie, médiathèque, salle d'activité. Donc, ce rôle important. Et je vous ai mis ici une bibliothèque, ludothèque, agence postale. Aujourd'hui, les bibliothèques sont aussi souvent une médiathèque en lien avec France Service, les locaux de France Service, avec accès au numérique, formation numérique, etc. Et ça, c'est important parce qu'on y vient, et on n'y vient pas seulement pour aller à un lieu de culture, mais pour autre chose. Et puis, puisqu'on est là, eh bien, ça fait de l'accès. Donc, ici, je vous ai mis, c'est Saint-Jean-en-Royan. Juste pour une petite anecdote, moi, j'y suis passée parce que je travaillais sur les jardins en milieu rural. Et cette bibliothèque, ludothèque, médiathèque, elle est aussi grainothèque. Et pas seulement lieu d'échange de sachets, mais avec un lieu où il y a des ouvrages spécifiques sur le jardin et un troc de plantes, où pour avoir accès au troc de plantes, il faut traverser la bibliothèque. Et du coup, la présidente de la grainothèque, c'est aussi la présidente ou la vice-présidente de la bibliothèque. Et en fait, ça fait venir des gens, d'autres personnes dans la bibliothèque et qui découvrent un lieu aussi de sociabilité. Voilà, c'est d'autres façons de faire venir peut-être. Et puis, des tiers-lieux aujourd'hui qui diffusent en milieu rural. Il y a
beaucoup de tiers-lieux, toutes les enquêtes sur les tiers-lieux montrent qu'il y en a autant en milieu rural qu'en ville, et que la plupart d'entre eux ont des actions culturelles, ou au moins d'animation. Et ici, vous avez un tiers-lieu qui est une fabrique. C'est une fabrique du MRJC. Donc le MRJC a des lieux de fabrique pour réfléchir au développement local. Et ils ont un tiers-lieu ici dans une commune rurale de là. Des formes de coopération. Ici, une association culturelle dans l'Allier, dans le Bourbonnais. Hein. On n'est pas forcément dans un lieu aussi avec une image aussi positive que vous pouvez avoir dans certains territoires des Hautes-Alpes, qui s'est installée à côté d'une exploitation agricole, en lien avec une exploitation agricole. Donc on voit aujourd'hui aussi de plus en plus de multifonctionnalité entre culture et agriculture. Voilà, sur la réflexion autour de l'alimentation, du lien au vivant et de valorisation aussi des savoir-faire. Ici, par exemple, de gestion de la haie, revalorisant des savoir-faire. On parlait de droit culturel, des savoir-faire traditionnels, entre guillemets, qui avaient été oubliés ou dévalorisés, et qu'aujourd'hui, en lien avec le dérèglement climatique, on commence à redécouvrir, faire une haie, planter des arbres, voilà. Et des coopérations entre territoires, au-delà des intercoms, un lieu patrimonial qui devient un lieu de diffusion du théâtre, qui permet de faire un stand d'une librairie indépendante de la ville-centre. Voilà, des tas de... Voilà. Alors, des questionnements, même s'il y a de l'itinérance, et je pense par exemple au renouveau des cinémas itinérants, avec la création d'une association, l'ANSI, au début des années 2010, c'est vous dire le renouveau, se pose la question qu'on appelle aussi du dernier kilomètre, hein, qu'on appelle Soleil Livraison. Comment, même si on a le MUMO dans une commune ou si vous avez une bibliothèque, comment on fait venir à ce lieu. Donc reste cette question de la mobilité, covoiturage, comment réfléchir, voilà. La question de la gouvernance aussi, en matière d'enjeux culturels, qui porte la commune, la Comcom, le département. La question de la culture en milieu rural, c'est peu d'équipements, ça veut dire peu de lignes budgétaires dédiées, donc une certaine précarité, et des financements qui passent plutôt par des lignes de développement local, donc notamment programme leader par exemple, mais qui dit programme leader dit 5-6 ans, et puis après, qu'est-ce qu'on fait 4, voilà. Donc aussi des pas de temps qui posent question. Et puis ce qui caractérise les espaces ruraux, c'est la faiblesse de l'ingénierie culturelle, mais qui peut, avec des artistes qui disent qu'ils font, ou des acteurs culturels, qui sont à la fois agents de développement local, parce qu'il faut aller chercher des lignes, et en même temps acteurs culturels. Donc cette polyvalence des lieux, mais il y a aussi une polyvalence des acteurs. Mais vous, dans vos bibliothèques, je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, j'ai été un petit peu longue et je peux répondre à vos questions. Je vous remercie. Consultare